Bonjour à tous, ravi d'être ici. Je voudrais dire deux choses avant de commencer. La première, ça sert sans doute à rien, mais en venant ici, je me suis dit c'est terrible, il y a vu ce qui se passe en Ukraine, on a passé un bon moment et quelque part je me sentais un peu mal, donc je voulais vous le dire. Je sais que ça sert strictement à rien, mais je vous le dis. Et l'autre chose que je voudrais vous dire, qui va vous paraître très étrange, mais c'est un petit jeu, c'est-à-dire vous allez deviner si ce que je vous dis est vrai ou faux, parce que c'est un peu de ça dont je vais parler. En fait, je fais en ce moment des hémorragies du corps vitré, c'est-à-dire à l'intérieur de l'œil. Et donc, parfois, j'ai une hémorragie, quand j'ai une hémorragie, je ne vois plus rien. Et si ça m'arrive, je vous abandonnerai. Donc, vous pouvez me croire, vous ne pouvez pas me croire. On pourrait faire un sondage, mais je vous en parlerai plus précisément après. Alors, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler de croyances que j'ai appelées infondées. Donc, dans un livre qui est sorti en 2020, je vais aborder globalement ce dont il s'agit et je terminerai ensuite sur quelque chose qui est un peu préoccupant aujourd'hui, qui est le complotisme. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une croyance infondée? Autant bien définir les choses au départ. Moi, je parle de croyance infondée quand il y a un décalage évident, énorme, entre la force d'une croyance, la conviction que l'on a dans cette croyance, et les éléments théoriques ou empiriques qui permettraient de soutenir cette croyance. Et il y a des cas où on peut croire des choses de manière extrêmement forte. Bon. Est-ce que ça revienne? Oui, voilà. Ah ben oui, il est pas avant moi. Non? Non, ça va. Il y a des cas où on peut croire quelque chose de manière très très forte, alors qu'en réalité, il n'y a rien qui vraiment soutient cette croyance. Et ça, c'est assez fascinant. C'est propre aux humains, d'ailleurs. Mais ça peut être puissant au point que certaines personnes, vous voyez de quoi je veux parler, sont capables de sacrifier leur vie pour une croyance, qui est soutenue par rien. Donc c'est dire la puissance que ça peut prendre dans le psychisme d'un humain. Donc ce sont ces croyances-là qui m'intéressent. Alors parmi ces croyances, il y a toutes les superstitions, toutes les croyances magiques, mais il y a aussi malgré tout la religion. Alors certains peuvent choquer que je présente la religion de cette manière-là, on pourra en discuter. Je ne remets pas en cause la croyance, mais ce que je dis, c'est qu'elle n'est soutenue ni théoriquement, ni empiriquement. Cela dit, des gens acceptent de mourir pour un Dieu, quel qu'il soit. Donc c'est quand même extrêmement puissant. Voilà, donc c'est de tout ça dont on va parler. Alors, pour commencer, pour bien quand même baliser le terrain, ce que je voudrais exprimer ici, dans tout ce que je vais vous raconter, c'est le fait que les croyances, celles que je viens d'évoquer, pour moi, c'est comme un effet secondaire de la puissance de notre système cognitif. C'est-à-dire que l'évolution nous a doté d'un cerveau exceptionnel, qui nous permet de faire des choses exceptionnelles, qui permet de spéculer sur le monde, mais associé à cette puissance, il y a le fait que nous produisons des croyances infondées. Et il faut bien comprendre qu'on n'a pas évolué pour produire ces croyances. C'est un effet secondaire, comme lorsque vous prenez un médicament, par exemple vous prenez un antalgique, c'est pour atténuer la douleur, mais le médicament peut avoir d'autres effets, potentiellement indésirables, qu'on appelle secondaires. On n'a pas conçu le médicament pour ça, mais le médicament a cet effet secondaire. Notre cerveau, il a évolué pour nous permettre de traiter très efficacement les informations qui sont autour de nous, mais en faisant l'acquisition de cette capacité, il a aussi eu cette particularité de pouvoir créer des croyances infondées. Donc en fait, tous les humains sont dotés d'une capacité incroyable de produire des fictions, et je dirais même une capacité irrésistible. On ne peut pas résister à notre désir de créer des fictions qui sont des histoires que nous nous racontons, qui peuvent être vraies, qui peuvent être fausses, sur le monde. On ne peut pas s'empêcher.
Je prends souvent cet exemple, vous prenez un jeune enfant de 4-5 ans, vous prenez une soirée d'été, il y a la voûte étoilée, et très rapidement il va vous dire c'est quoi ce truc-là? D'où ça vient? Pourquoi? Et il va vous assaillir de questions et vous allez répondre comme vous allez pourrez. Mais ce qui est sûr, c'est que dès qu'on est tout petit, dès 3-4 ans, on commence à se poser des questions sur ce qui est au-delà de ce qui est immédiatement compréhensible. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve évidemment dans l'humanité, c'est même une caractéristique de l'humanité. Ce qui nous distingue, par exemple, des primates non humains. Aucun primatologue n'a pu dire qu'un chimpanzé ou un bonobo pouvait comme ça spéculer sur des choses qui sont aussi éloignées de ce qu'on appelle le monde proximal, c'est-à-dire des intérêts immédiats que l'on a à manger, se reproduire, se protéger, etc. Alors, associé à cette tendance à produire des fictions, il y a une obsession qu'on retrouve dans toutes les croyances. Vous allez voir, c'est ce que j'appelle l'obsession du monde caché. Alors, c'est l'idée que le réel, le monde, c'est plus que ce à quoi on a accès directement. C'est-à-dire qu'il y aurait, au-delà de ce que nous donne à percevoir nos sens ou notre raison, il y aurait un monde au-delà du monde. Un monde peuplé de force, d'énergie, d'entité que personne n'a jamais vu mais dont on postule l'existence. Et ça, vous retrouvez ça dès le départ dans la philosophie. Si vous prenez le mythe de la caverne de Platon, c'est déjà cette idée-là. Mais vous retrouvez ça de la même manière chez les scientifiques. Les scientifiques ne se contentent pas d'observer ce qui est donné à leurs yeux. Ils imaginent des modèles théoriques, des théories qui font appel à des entités très abstraites qui sont capables de rendre compte du monde. Donc c'est absolument universel. Sauf que, évidemment, les scientifiques ne vont pas utiliser la même méthode pour investiguer ce monde caché que vont le faire les croyants. Ce n'est pas le même niveau d'exigence, on va dire. Et quand ce niveau d'exigence n'est pas très contraint, eh bien, ça donne lieu à toutes les croyances infondées que vous pouvez imaginer et que vous avez, sans doute, pour la plupart, avec vous. Je veux dire, même ceux qui se considèrent sceptiques, je suis sûr qu'ils sont croyants, en fait. D'ailleurs, je vais vous tester pour voir. Est-ce que vous accepteriez de prononcer cette phrase « J'aimerais que l'être le plus cher pour vous, donc je ne sais pas, votre enfant, votre conjoint, votre papa, votre maman, votre frère, je ne sais pas qui, je souhaiterais que cette personne-là, par exemple, moi je vais parler de mes fils, je souhaiterais que mes fils meurent rapidement. » Qui est capable de prononcer cette phrase? Vous pouvez lever le doigt? Oui. Très peu, d'accord? Et pourquoi? C'est étrange, moi je n'ai pas de problème à dire. J'aimerais que mes fils meurent aujourd'hui. Ça ne pose pas de problème. Mais pourquoi ça pose problème? Là, parce qu'il y a peut-être un fond de croyance magique en vous. C'est-à-dire que quelque part, vous craignez que ces paroles soient réalisatrices. Comme si le fait de prononcer des paroles pouvait avoir un impact sur le monde extérieur. C'est la prière. Et donc, si on résiste à prononcer ces paroles-là, c'est peut-être qu'au fond de nous, il y a une petite part très enfouie dans notre inconscient, mais qui est là et qui nous dit ouais, fais attention, il vaut mieux pas le dire. On a fait la même chose, vous savez, on a demandé à des gens avant de s'embarquer dans un avion. On leur disait, voilà, on vous donne 100 € si vous acceptez de dire « j'aimerais que cet avion se crache ». Eh bien, il y a moins de 5% de gens qui acceptent de prendre les 100 € et de prononcer cette phrase. C'est pareil, c'est de la pensée magique, parce que les paroles ne peuvent pas avoir un impact sur le fonctionnement du monde, c'est sûr. Alors, ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est que malgré la grande hétérogénéité des croyances qu'on a de tout type, malgré toutes ces différences, malgré les contenus de croyances qui n'ont rien à voir, en fait, les processus qui sont sous-jacents à ces croyances, les processus cognitifs qui sont sous-jacents à ces croyances sont les mêmes. Alors évidemment, c'est troublant parce que
pour moi, croire en Dieu et croire que si je touche du bois, il n'y a pas de bois ici, ça me garantit que la conférence va bien se passer, c'est pas du même ordre. Je suis bien d'accord, hein, je n'accorde pas du tout la même valeur à ces croyances, ça d'accord. Mais les contenus, les processus qui produisent ces contenus sont en fait les mêmes. C'est un peu comme les langues, je veux dire, on parle tous des langues différentes, elles n'ont pas grand-chose à voir apparemment, mais en fait elles sont sous-tendues par les mêmes processus cognitifs. Là je pense à ma prof, parce que j'ai ma prof quand j'étais étudiant en psycho qui est là, et elle enseignait la psycholinguistique, donc en disant ça j'ai pensé à elle. Voilà, donc c'est ça que je vais vous montrer. Alors, je vais commencer par une petite question qui va permettre d'identifier une distinction qui est fondamentale dans le fait que l'on soit plutôt croyant, plutôt sceptique. Cette question, c'est celle-ci, êtes-vous analytique ou intuitive? C'est-à-dire, est-ce que vous avez l'habitude de traiter l'information de manière intuitive ou de manière analytique? Alors évidemment, ça ne veut pas dire grand-chose pour vous. Je vais vous poser un petit problème qui va me permettre d'illustrer ce que j'entends par traitement intuitif et traitement analytique, parce que vous allez voir que c'est déterminant dans le fait de croire ou de ne pas croire. Alors voici le petit problème. Alors, on est bien loin de l'univers des croyances, mais vous allez voir, c'est très connecté. Une raquette de tennis et un jeu de balle sont vendus 11 €. La raquette de tennis coûte 10 € de plus que le jeu de balle. Combien vaut le jeu de balle? 1 €. Vous êtes tous d'accord? Oui? Non. Je remarque que un des seuls qui a accepté de prononcer la phrase qu'il ne fallait pas dire, et aussi un des seuls qui se dit en euros, c'est pas bon. Ben non, en euros, c'est pas bon. C'est faux. C'est faux. Et pourtant, 95% des humains tombent dans le panneau. Surtout si on leur demande de répondre rapidement. C'est troublant parce qu'on a un gros cerveau, 100 milliards de neurones, on envoie des fusées sur la Lune, et la plupart des humains ne peuvent pas résoudre ce problème. Alors pourquoi c'est faux? Tout simplement parce que si le jeu de balle valait 1 € et que la raquette de tennis coûte 10 € de plus, ça veut dire que la raquette de tennis, elle vaut 11 €. Et 11 plus 1, ça fait 12. Donc ça ne peut pas être ça. Et tout le monde tombe dans le panneau. Quasiment. La bonne réponse est 0,5. Alors, vous réfléchirez chez vous à ce problème, parce que parfois il y a des gens, un an après, ils disent, j'ai toujours pas compris. Mais pourtant, c'est pas très compliqué. Alors, je pourrais vous en donner plein d'autres de problèmes de ce type, qui font partie d'un test qui permet d'évaluer votre propension à traiter des informations de manière analytique ou intuitive. Si vous les traitez de manière intuitive, je vais définir ce que c'est. En fait, vous allez traiter l'information en surface. Il y a une réponse qui va s'imposer à vous, et au moment où elle s'impose, elle va avoir une telle évidence que vous allez être incapable de revenir dessus. Si vous faites un traitement analytique, vous faites un traitement beaucoup plus complet de l'information qui va vous permettre de détecter l'erreur. Et je pourrais mesurer pour chacun de vous votre niveau habituel, normal, de traitement analytique ou de traitement intuitif. Alors, je vais définir un peu plus théoriquement ces deux types de traitements. Le traitement intuitif, alors on l'appelle aussi le système 1 en référence à un auteur qui s'appelle Kahneman, qui a décrit ces choses-là. Il opère automatiquement, rapidement. Il est sensible à la dimension affective et émotionnelle. Il est très contraint par les émotions, on verra que ça a son importance. Il est motivé par des principes hédoniques, c'est-à-dire que c'est un système de traitement d'information qui a aussi pour fonction de se faire plaisir. Et puis il est réfractaire à la remise en cause. En tout cas, il a du mal à accepter la remise en cause et s'en servir. Le système de analytique, il opère lentement, sous contrôle conscient. Il est assez bien corrélé à l'intelligence. Alors, ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire si vous avez pensé à 1 €, vous n'êtes pas intelligent, expliquez pourquoi. Il est capable d'autocorrection, c'est-à-dire de revenir sur ce qu'il a conclu, et il est évidemment en relation avec le développement scientifique. Pour le dire clairement, il n'y aurait pas de système analytique, Homo sapiens ne serait pas Homo sapiens, et Homo sapiens n'aurait pas créé la science.
Donc le système analytique, c'est ce qui est à l'origine de la science. On peut dire que le système intuitif, c'est un système paresseux, c'est celui qui demande le moins d'efforts d'ailleurs, parce qu'il s'impose à nous. C'est le système par défaut, c'est notre pente naturelle. Et c'est, je dirais presque de contre-nature, de penser de manière anti-intuitive, de manière analytique. Et le système analytique, c'est un système qui est beaucoup plus exigeant, il demande des efforts, c'est-à-dire en termes d'énergie mentale, ça demande davantage d'efforts, et c'est un produit de l'éducation. Et de mon point de vue, si l'école devait nous aider à quelque chose, c'est déjà dans la formation du système analytique. Parce que, naturellement, nous sommes plutôt soumis à lui, et lui, parfois, il nous fait faire n'importe quoi. Alors, si je dois résumer, et ce sont des problèmes comme ceux que je vous ai montrés, là, qui permettent de mesurer la propension que l'on a à être plutôt intuitif ou plutôt analytique. Alors, ce qui est certain, et ça, c'est incontestable, ça a été très très bien montré, les sujets les plus intuitifs, ceux qui fonctionnent de manière la plus intuitive, sont les plus croyants. Et les sujets qui fonctionnent de manière la plus analytique sont les plus sceptiques. Et en ce sens-là, Pascal, il avait tout à fait raison, il a dit la chose suivante, c'est avec le cœur qu'on perçoit Dieu et non avec la raison. C'est ça la foi. Si je traduis les termes de Pascal, c'est avec le système intuitif qu'on perçoit Dieu et non avec le système analytique. Parce que le système analytique, quoi qu'on veuille lui faire croire, ne nous permettra jamais de concevoir Dieu. Même si, alors je sais pas, il y a un livre grand succès qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui s'appelle, je crois, Les preuves scientifiques de l'existence de Dieu. C'est du pipeau complet, je pourrais vous expliquer pourquoi. Alors, ça c'est ce que je pose. Maintenant, je vais vous montrer des confirmations empiriques de ce que je vous raconte. Alors, une première expérience que je vais vous présenter, c'est l'expérience de collègues canadiens qui s'appelle Penny Cook, et qui a fait une expérience qu'il a appelée de réceptivité au bullshit. Donc, le bullshit, c'est le mot anglais pour dire connerie, foutaise, enfin, bullshit. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait, Penny Cook? Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il a créé un petit algorithme qui crée des phrases avec des mots très sophistiqués empruntés d'un auteur mystique qui s'appelle Deepak Chopra. Et cet algorithme va fabriquer des phrases syntaxiquement correctes, mais qui ne veulent rien dire. Voilà deux exemples de phrases. Le monde physique résulte de photons karmiques. La transcendance révèle l'existence des forces quantiques. Au passage, dès que vous voyez quantique dans quelque chose, vous savez que c'est du pipeau, sauf quand c'est fait par des physiciens. Alors, il a proposé des phrases de ce type, comme ça, à des sujets, en leur demandant d'évaluer la profondeur de ces phrases et si ces phrases avaient du sens. Alors déjà, premier constat, eh bien, en général, on trouve que c'est assez intéressant. Ça ne veut rien dire. C'est une machine qui a fait ça de manière aléatoire. Bon. Et deuxièmement, il a comparé comment se distinguer les sujets intuitifs et les sujets analytiques. Il avait prétesté. Et là, le résultat est très clair. Les sujets intuitifs accordent beaucoup de sens, de grande signification à ces phrases. Les sujets analytiques en accordent peu. Ce qui veut dire que si vous fonctionnez majoritairement de manière intuitive, vous êtes en danger. Parce que vous allez penser que des bullshit, vous allez admettre que des bullshit veulent dire quelque chose, alors qu'elles ne veulent rien dire. Ce qui peut être dangereux. Donc c'est une preuve empirique du fait que si on fonctionne de manière intuitive, on est prédisposé à développer des croyances infondées. Maintenant, ce que je vais faire, je vais vous décrire quelques processus, pas tous parce qu'il y en a beaucoup, mais quelques processus qui sont les plus caractéristiques du fonctionnement des croyants. Quand je dis croyants, je ne dis pas croyants au sens religieux, c'est croyants par rapport aux sceptiques. Donc il peut y avoir des gens qui ne croient pas du tout en Dieu, mais qui sont parfaitement croyants pour autant, compte tenu de ma définition de la croyance. Donc le premier processus très révélateur de notre propension à croire, ça s'appelle, en anglais c'est jumping to conclusion, donc sauter sur la conclusion.
et un traitement partiel de l'information. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement qu'on a observé que les gens les plus croyants, ce sont des gens qui ont tendance à conclure de manière hâtive, très très vite. Alors, on les a testés avec le paradigme expérimental suivant, pour ne pas travailler sur les croyances, parce que là on serait partial. On leur a dit la chose suivante. 2 urnes, une qui est remplie de 80% de boules rouges et 20% de boules vertes, et l'autre l'inverse. D'accord? Ensuite, on leur dit que l'on va tirer d'une de ces 2 urnes, on ne sait pas laquelle, des boules au hasard. Et on demande aux personnes d'indiquer à quel moment ils sont certains qu'il s'agit de l'urne A ou de l'urne B. Et on procède à un tirage, que vous voyez ici, mais qui est pseudo-aléatoire, puisqu'en fait c'est moi qui le contrôle, mais le sujet pense que c'est aléatoire. Et on attend qu'ils nous disent « Ah ben là, je suis certain, là c'est l'urne A, non c'est l'urne A qu'il faudrait répondre ici. » Et on continue comme ça jusqu'à ce que tout le monde ait répondu. Et là, le résultat est très clair. Les sujets les plus croyants vont conclure bien avant les sujets les plus sceptiques. Autrement dit, le critère qu'ils se donnent pour confirmer une hypothèse, parce qu'une croyance au départ c'est une hypothèse, le critère qu'ils se donnent, il est assez bas, alors que les gens sceptiques vont avoir un critère très élevé. Donc certains commettent cette erreur de conclure hâtivement. Je vais vous donner juste un petit exemple, mais avant ça, je voudrais vous dire que, bien sûr, on conclut d'autant plus hâtivement que la conclusion que l'on formule nous fait plaisir. C'est clair. On a du mal à conclure quelque chose qui ne va pas trop dans notre sens, mais quelque chose qui va dans notre sens, là on peut aller très vite. Donc ça dépend aussi de la nature de l'information. Peut-être que cet été, vous avez entendu ce message anti-vax qu'on a beaucoup trouvé sur Internet, qui faisait remarquer qu'en Israël, 3 personnes sur 5 hospitalisées étaient vaccinées. Conclusion, qui est une mauvaise conclusion, mais conclusion, le vaccin ne marche pas. Mais si, au contraire, ça va montrer que le vaccin marchait très très bien. Pourquoi? Parce qu'en Israël, à cette époque-là, il y avait déjà 85% de la population qui était vaccinée. Donc, compte tenu de la quantité de gens vaccinés, du pourcentage, ce pourcentage montre au contraire que le vaccin est très, très efficace. Mais il y a plein de gens qui se sont embarqués là-dessus, d'abord parce que ça leur faisait plaisir, mais aussi parce qu'ils ont été victimes de ce biais qui consiste à conclure de manière trop hâtive. Donc ça, c'est un premier élément très caractéristique des croyants. Un deuxième élément, c'est que notre cerveau, en fait, c'est une machine à faire des inférences causales. On ne peut pas s'empêcher, quoi qu'il arrive autour de nous, quand quelque chose arrive, de rechercher la cause de ce quelque chose. Et c'est très adaptatif, c'est vital, c'est pour ça que c'est très important. Je veux dire que même les rats procèdent comme ça. Si un rat mange un fruit toxique et qu'il est malade, alors il ne va pas le faire sous la forme d'un raisonnement, mais il va associer le fruit à la potentielle, à la maladie. Et à partir de ça, il va arrêter de prendre le fruit. Mais nous, on fait pareil. On fait pareil en permanence. En permanence, quoi qu'il arrive autour de vous, vous dites « ouais, mais ça c'est pour ça, ça c'est pour ça, ça c'est pour ça ». Le problème, c'est que parfois on va trop loin. Et je donne 2 exemples ici, très classique, c'est très fréquent dans le domaine de la santé, ce que je vous dis. Vous allez voir un magnétiseur pour soulager une douleur lombaire, le lendemain vous n'avez plus mal. C'est que le magnétiseur vous a guéri. Ah bon? Et pourquoi? Il n'y a aucune raison de penser ça. On peut le penser, mais de là à le confirmer, non. Mais nous, on ne peut pas s'empêcher de faire ça. Deuxième exemple, c'est le mien. Donc je vais vous parler de moi. Ce que je vous ai raconté sur mon œil, c'est pas faux. En fait, il se trouve que 3 jours après avoir été vacciné, j'ai fait une hémorragie du corps vitré de l'œil, 3 jours après avoir été vacciné. Bon, évidemment, je me suis dit, je ne suis pas du tout anti-vax, au contraire, mais je me suis dit, peut-être qu'il y a rien.
Ouais, c'est pas tous les jours que ça arrive, une hémorragie du corps vitré. C'est pas tous les jours que je me fais vacciner pour le Covid. Donc, deux événements aussi rares, concomitants, fait que le cerveau, naturellement, établit une relation causale. Bon, mais comme je ne suis pas un croyant et que je connais les biais, je me dis, je suspends mon jugement, je verrai bien. Et puis, quand je rentre de vacances à l'été dernier, j'appelle une des secrétaires de l'époque, et puis je prends des nouvelles, je lui demande si ça va bien. Elle me dit oui, ça va, sauf que j'ai eu un gros problème de santé cet été. Ah bon, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu une hémorragie interne du corps vitré. Ah bon? Moi, c'est l'œil droit. Hein. Mais de quel œil? L'œil droit. Ah bon? Et tu l'as eu quand? Début juin. Moi aussi, c'était début juin. Alors là, je lui pose la question fatidique. T'as été vaccinée? Elle me dit, ça risque pas, je suis anti-vax. Mais si elle avait été vaccinée 3 jours avant, est-ce que j'aurais pu résister à faire cette inférence causale? Non. Et pourtant, je suis parfaitement formé à ce genre de biais, je les connais, je travaille dessus, je n'aurais pas pu résister et je me serais trompé, puisqu'elle a eu son hémorragie alors qu'elle n'a pas été vaccinée. C'est vous dire à quel point c'est puissant, personne n'échappe. Et ça peut nous conduire à faire des conclusions sur la base de relations causales qui sont absolument illusoires. Et ça, on n'y échappe pas parce que notre cerveau, il est fait pour établir des relations causales. Donc, il faut être vigilant par rapport à ça. Alors, non seulement les croyants établissent des relations causales injustifiées, mais en plus, ils les recherchent. C'est ça le problème, c'est qu'ils les recherchent. Ce qu'on appelle le biais de confirmation, c'est-à-dire qu'on a tendance à rechercher des relations causales qui vont dans le sens de ce que l'on croit déjà. Alors, je ne sais pas si on va y arriver, je vais vous montrer une petite vidéo ah ouais, mais je ne suis pas connecté là. Ah ouais, je vous la montrerai après. À moins que je vais faire un partage d'écran. Ouais, c'est histoire de vous distraire en 5 minutes. Hein. Pourquoi je ne trouve pas ce que je fais? Ah ouais, parce que je me suis mis en mode. Donc je vais vous montrer une petite vidéo qui est une vidéo de Canal+, qui est vraiment, c'est un job, quoi, hein, c'est pour s'amuser, mais qui illustre le fonctionnement des croyants et dans le cas présent, notamment des complotistes, puisque le complotisme, ce n'est qu'un cas particulier de la croyance. Voilà, alors, je vais essayer de la faire fonctionner. Je suis en train de perdre du temps un peu. Parce que si je fais ça, une petite seconde. Ah oui, mais il y a du son. Quand si je remets une vidéo, on entendra. Non, il y aura du son sur l'ordinateur. Ouais, bon, alors je sais pas la peine. Bon, c'était très rigolo, c'est une vidéo qui montrait comment on pouvait supposer l'existence entre le djihad islamique et les films Star Wars, mais c'est construit de toutes pièces, alors qu'il n'y a aucun lien. Mais je ne peux pas vous le montrer parce que s'il n'y a pas de son, vous n'allez pas l'entendre. Donc on laisse tomber, c'est pas grave. Alors, un exemple qui est très frappant, c'est celui de l'effet de la fréquence des accouchements en rapport, la relation entre phase de la lune et fréquence des accouchements. J'imagine il y a peut-être des médecins ici dans la salle d'ailleurs, j'imagine que vous pensez qu'il y a un lien entre la phase de la lune et la fréquence des accouchements. C'est le cas, non? Enfin, je peux vous dire que la majorité des gens croient ça, mais c'est totalement faux. Donc, c'est pour dire qu'on peut être croyant très facilement. Hein. C'est totalement faux. Si ça vous intéresse, vous pouvez lire cet article. C'est en anglais, mais l'effet du cycle lunaire sur la fréquence des accouchements, c'est une étude qui a été faite sur 1 demi-million d'accouchements. Il n'y a strictement aucun lien. Pourtant, si vous allez dans une clinique et que vous interrogez des médecins obstétriciens, des sages-femmes, elles vont dire « Ah oui, je l'observe, il y a plus d'accouchements en période de pleine lune. » C'est faux. Mais, en fait, comme la pleine lune est quelque chose d'exceptionnel que l'on remarque,
alors à ce moment-là, on va établir le lien avec les accouchements, alors que quand ça intervient un peu avant-après, on ne fait pas attention. Et alors, pour vous dire à quel point c'est tordu, c'est que certains médecins étant persuadés que c'est vrai, qu'est-ce qu'ils font? En période de pleine lune, ils font un planning avec plus d'infirmières. Et comme il y a des infirmières qui sont là et des obstétriciens qui sont là, parfois ils déclenchent les accouchements. Parce qu'ils sont là, après ils sont plus là. Et finalement, dans la statistique, il y a un tout petit peu plus, mais lié uniquement à ça. Vous voyez, la puissance des croyances, je veux dire, c'est des médecins, on peut penser qu'ils ont une petite formation scientifique. Pas toujours, hein, parce que s'il y a des médecins ici, mais pas toujours, je peux vous le dire. C'est pourquoi, moi, pendant cette période de Covid, où j'étais inondé de propos complotistes, et y compris d'amis qui me disaient à peu près n'importe quoi, je leur disais, attention, ne faites pas attention aux cas. Les cas, ça ne veut rien dire. On a entendu des ministres dire « Ah ben moi j'ai testé la chloroquine, ça a marché, hein, donc ça marche ». C'est même pas de niveau d'un étudiant du collège, ça. Non, les cas, ça ne veut rien dire. La seule chose qui veut dire quelque chose, c'est les statistiques. Simplement, les humains n'aiment pas trop les statistiques, parce que les statistiques font appel au système analytique, et que on préfère le système intuitif. Et donc, un témoignage est parfois plus puissant qu'une réalité statistique incontestable. C'est comme ça, et malheureusement, ça a donné lieu à des délires incroyables pendant cette période de Covid-19. Alors, un autre facteur, après je crois que je m'arrêterai là, je passerai un peu à autre chose, un autre facteur qui est déterminant dans le fait de produire des croyances, c'est le fait que l'on a tendance à détecter des intentions, des états mentaux, dans des phénomènes qui sont en réalité dépourvus d'intentionnalité et d'états mentaux. C'est quelque chose d'extrêmement puissant. J'imagine que ça vous est déjà arrivé d'insulter votre ordinateur quand il buguait, ou votre voiture quand elle ne démarrait pas. Bon, vous allez me dire, oui, mais je ne suis pas idiot, je sais bien que mon ordinateur ne veut pas m'embêter, ma voiture non plus. Mais c'est pas si sûr que ça que vous le pensiez totalement. C'est pas exclu qu'il y ait une petite partie en vous qui est vraiment boostée par votre système intuitif et par quelque chose de très archaïque dans le fonctionnement de votre cerveau, qui rend possible le fait que des objets pourraient aussi avoir peut-être des intentions. Ça, moi, je le repère tout le temps, hein. Je pourrais vous donner des tas d'exemples. Alors, si vous regardez ces trois images, vous voyez des états mentaux. Il n'y a pas d'état mental, hein. Et regardez comme ça va vite, même pour détecter des expressions. Mais le poivron, il fait peur. Il n'est pas gentil. Vous détectez un état mental. On ne peut pas s'en empêcher. Il n'y a que les humains qui sont capables de faire ça. Les primates ne peuvent pas le faire. C'est très complexe hein, de comprendre comment le cerveau arrive à extraire des états mentaux émotionnels sur des objets pareils, alors qu'on est très loin d'un humain. Ben, en fait, quand vous voyez quelque chose de méchant ici, là, eh bien, vous êtes complotiste. Vous êtes complotiste. Vous avez perçu une intention méchante sur un pauvre poivron coupé en deux. C'est la même chose que le fonctionnement d'un complotiste. Enfin là, c'est pas très gênant. Alors, beaucoup d'anthropologues cognitivistes et de psychologues et de neuroscientifiques considèrent que ce processus-là, qui est adaptatif, c'est-à-dire qui a joué un rôle dans notre passé d'homme préhistorique au paléolithique, joue un très grand rôle dans la production de croyances. Parce que quand vous projetez des intentions sur des objets, vous entretenez une espèce de relation magique avec cet objet. Et on considère que ce processus est d'ailleurs au fondement du sentiment religieux. Pourquoi ? Parce que si vous prenez l'animisme, qui est à peu près le précurseur de toutes les religions, la forme ancestrale des religions contemporaines, l'animisme consiste à percevoir des états mentaux dans une montagne, dans une tempête, dans un tremblement de terre, un volcan en éruption, c'est la colère de la terre qu'elle manifeste, c'est la capacité de percevoir un état mental dans un phénomène qui est purement physique. Eh bien, les croyants, au sens où je l'ai dit, pas au sens religieux du terme, mais aussi au sens religieux du terme, sont des personnes qui ont tendance, beaucoup plus que les autres,
à détecter ces états mentaux et à leur accorder une valeur, une réalité. Donc ça contribue énormément à la production de croyances, c'est encore une caractéristique de la croyance. Alors évidemment, oui, je pensais à un truc, oui, c'est pas grave. Évidemment, là je vous ai donné quelques indices de processus, on va dire, neurocognitifs qui sont à l'origine de nos croyances. Mais même si je suis psychologue cognitiviste, je ne m'intéresse pas qu'à ce qui se passe dans le cerveau, parce que je considère, sauf à être réductionniste d'une manière stupide, que ce que l'on est, c'est notre cerveau, mais c'est notre cerveau en interaction avec le monde. Et donc, ce qui va contribuer aussi à la production de croyances, c'est notre environnement et des aspects psychiques qui ne sont pas cognitifs, mais qui relèvent plutôt de ce qu'on appelle la psychologie générale ou la psychopathologie. Et c'est ça que je voudrais maintenant évoquer. Et je vais vous montrer comment donc les processus neurocognitifs que je viens d'évoquer, dont on peut voir la trace cérébrale en réalité, interagissent avec des aspects psychodynamiques et environnementaux. Alors, je vais parler de 4 facteurs qui jouent un rôle déterminant. L'effet du stress, le sentiment de perte de contrôle, le besoin de sens et la résistance à l'ambiguïté. Ce sont des choses qui se recoupent mais qu'on peut distinguer. Alors, commençons par l'effet du stress. Alors c'est très clair, le stress, c'est le carburant premier de la croyance infondée. C'est vraiment ce qui alimente le cerveau dans sa propension à produire des croyances. Ce qui veut dire que plus vous êtes stressé, plus il est probable que vous produisiez des croyances infondées. Ça a été montré empiriquement et ça a été observé. Empiriquement, c'est pas compliqué. Vous prenez 2 groupes de sujets, vous stressez un groupe et vous stressez pas l'autre groupe, et vous regardez comment les 2 groupes interprètent des phénomènes dans leur souvenir. Et vous allez voir que les sujets qu'on a stressés vont interpréter de manière magique des phénomènes, alors que les personnes non stressées vont beaucoup moins le faire. Donc le stress, c'est vraiment un élément déterminant. C'est une des raisons, mais ce n'est pas la seule, c'est une des raisons qui fait que pendant la période de Covid-19, où le niveau de stress a été assez important pour beaucoup de gens pour des tas de raisons, eh bien ça a boosté le nombre de croyances infondées, notamment de croyances complotistes, et aussi malheureusement, puisque je travaille avec l'organisme qui s'appelle la MIVILU, ministériel qui gère les dérives sectaires, ça a accentué de manière absolument incroyable le nombre de personnes qui ont plongé dans les sectes. En 2 ans, c'était catastrophique. Pour les sectes, ça a été une merveille le Covid. Le chiffre d'affaires a été boosté d'une manière absolument incroyable. Donc, premier élément, l'effet du stress. Deuxième élément, c'est la perte de contrôle. Alors, pas la perte de contrôle objective, mais le sentiment de perte de contrôle. Par exemple, je pourrais vous interroger pour savoir le sentiment que vous avez d'avoir contrôlé votre vie jusqu'à aujourd'hui sur une échelle de 0 à 10. 0, moi j'ai aucun contrôle de ma vie. 10, j'ai un contrôle total. D'accord ? Pour moi, par exemple, si on me demande, je vais me situer à peu près à 8, mais ça évolue beaucoup. Et ça peut évoluer selon les circonstances. Parce que si je vous apprends que vous avez un cancer, ou bien si je vous dis que vous allez perdre votre travail demain, le sentiment de contrôle, il va baisser. D'accord ? Donc, ça peut varier énormément dans le temps. Alors, on a fait la chose suivante, on a pris des sujets et on leur a demandé d'évoquer, simplement de penser à un événement de leur vie pour lequel ils n'ont pas eu de contrôle. Alors, ça arrive à tout le monde, il y a des tas d'épisodes dans la vie où on n'a pas eu le contrôle de ce qui s'est passé. Quand on fait ça, on observe dans le cerveau, dans une zone qu'on appelle le cortex singulaire antérieur, qui est une zone qui joue un rôle très important dans la gestion de nos émotions. Donc on observe dans cette zone du cerveau une suractivité, une activité neuronale accrue du fait simplement d'avoir évoqué une situation de notre vie où on n'avait pas eu le contrôle.
Et en même temps qu'on observe cette suractivation du cortex singulaire, on observe aussi un accroissement du niveau de croyance et un accroissement de niveau de croyance complotiste. Donc le fait même de sentir qu'on n'a pas le contrôle de ce qui se passe dans sa propre vie va accroître le niveau de complotisme et le niveau de croyance. Et là encore, on comprend aussi pourquoi pendant le Covid, tant de gens ont sombré dans le complotisme plus absurde. Parce que le sentiment de perte de contrôle était très fort. On ne pouvait plus sortir comme on voulait, on ne pouvait plus travailler comme on voulait, on ne pouvait pas aller voir les gens comme on voulait, on nous obligeait de nous faire vacciner, des tas de contraintes qui ont conduit à un sentiment qu'on n'avait plus le contrôle de sa vie. Et c'est aussi une des raisons qui fait que pendant le complotisme, la pandémie de Covid, le complotisme s'est énormément accru. Recherche de sens. En fait, les humains ne supportent pas trop le non-sens, l'absence de sens. C'est même insupportable. Et je dirais même que si vous êtes persuadé que votre vie n'a plus aucun sens, soit vous sombrez dans la dépression, soit vous vous suicidez, dans le cas extrême. Les humains ne supportent pas l'absence de sens. Il faut que leur vie ait un sens. C'est quelque chose qui nous fait plaisir. Ça fait plaisir quand soudainement on perçoit du sens, une cohérence, quand quelque chose devient intelligible, ça nous satisfait, ça fait du bien, ça fait plaisir. Vraiment, quand on regarde le système de la récompense, celui qui fait plaisir, eh bien on observe que dès que quelqu'un détecte un sens à quelque chose, il booste sa satisfaction interne. Alors ça, les croyants et les sceptiques vont largement différer aussi ici. Pourquoi ? Parce qu'on a montré que les croyants, encore une fois, les croyants au sens général, mais c'est très vrai, les croyants au sens religieux, ne supportent pas le mécanisme aveugle. C'est-à-dire le fait que notre univers serait le produit de mécanismes aveugles. C'est-à-dire ne supportent pas l'aléatoire. C'est quelque chose qui est insupportable en réalité pour un croyant. Et c'est ce qui fait que beaucoup de croyants ont tendance à une interprétation téléologique, c'est-à-dire que la téléologie, c'est le fait que les choses sont guidées par un but. C'est aussi pourquoi ils aiment les interprétations intentionnelles, c'est-à-dire que ce qui se passe est lié à une intention, fut-elle issue d'un Dieu qu'on n'a pas vu mais qu'on suppose exister. Ils rejettent le mécanisme aveugle et donc c'est la raison qui fait que beaucoup de croyants défendent le créationnisme, au sens anti-darwinien du terme. Alors pas tellement en France, mais aux États-Unis, vous savez que les doctrines créationnistes sont enseignées dans un certain nombre d'écoles parce que les croyants les plus conservateurs aux États-Unis se disent créationnistes. Le nombre de créationnistes aux États-Unis est absolument incroyable. Et c'est pareil pour le complotisme, parce que quand on est complotiste, la chose prend un sens. Si on vous dit que le Covid il est venu là par hasard, que c'est un concours de circonstances, si on vous dit que la cathédrale de Notre-Dame a pris feu par hasard, parce que quelqu'un a oublié un mégot, eh bien en fait, pour un croyant, notamment complotiste, c'est pas possible. C'est pas possible que quelque chose de purement aléatoire, non guidé, non orienté, sans intention, ait été à l'origine d'un truc aussi énorme. Donc il faut qu'il y ait une intention derrière. Et cette intention, bien sûr, ça peut être Dieu, dans le cas de l'interprétation de notre univers, mais ça peut être le complot, dans le cas de n'importe quel phénomène ordinaire, et puis extraordinaire, mais d'ici-bas, on va dire. Alors, c'est en rapport avec ce que je vais vous montrer là, c'est que, et là je prends que le cas de la croyance religieuse, en fait, on a pu montrer, c'est quelque chose dont on avait l'intuition, vous connaissez cette idée marxiste, la religion comme l'opium du peuple, mais en fait, oui, la religion contribue à atteindre un état cérébral satisfaisant. Ça, c'est clair. Alors, ça a été montré par ces auteurs-là dans des expériences vraiment tout à fait amusantes. Ils ont mis des sujets face à une tâche
dans lequel le sujet avait le sentiment de perte de contrôle et le sentiment de faire des erreurs. Donc ça crée un inconfort psychologique qui va se manifester aussi par l'activité du cortex cingulaire antérieur. Eh bien, ces sujets-là, pendant qu'ils font la tâche, vous évoquez simplement, vous prononcez simplement le nom de Dieu et vous diminuez l'activité du cortex cingulaire antérieur et vous permettez à ce que la personne atteigne un état psychologique beaucoup plus satisfaisant, moins inconfortable. Donc, le simple fait de croire à Dieu contribue à mettre le cerveau dans un état qui sera plus satisfaisant. Et c'est probablement une des raisons qui fait que les croyants, en général, ont une meilleure santé que les athées, je parle en termes religieux cette fois-ci, ils ont une plus grande espérance de vie. Si vous croyez en Dieu, vous pouvez gagner quelques mois. Ben, on se demande pourquoi ça sert, de toute façon, après, c'est le paradis. Donc, et vous serez plus résilient à la maladie, c'est-à-dire en cas de maladie grave, votre capacité de réagir est meilleure, et vous serez plus résilient par rapport à la souffrance psychologique. Donc, de fait, les croyances, notamment la croyance religieuse, participent de l'équilibre vraiment psychique d'un individu. Et c'est quelque chose qui semble assez clairement montré. Dernier aspect, c'est la résistance à l'ambiguïté. Alors, les humains n'aiment pas trop l'ambiguïté, tout simplement parce que si vous êtes face à une situation ambiguë, les décisions sont beaucoup plus complexes à prendre. Et en fait, dans notre vie, on doit toujours prendre des décisions, mais quand la situation est claire, la décision semble aller de soi, mais quand la situation n'est pas claire, quand elle est ambiguë, il y a une part de risque et on n'aime pas ça. Et il se trouve qu'on a tous des niveaux d'acceptation différents de l'ambiguïté. Il y a des gens qui ne la supportent pas. Et puis il y a des gens qui font avec et qui l'aiment bien. Et bien ce qu'on observe, au travers de différents tests, c'est que les personnes les plus croyantes n'acceptent pas l'ambiguïté. Elles supportent mal l'ambiguïté leur pose problème. Donc quand elles sont face à une situation ambiguë, elles préfèrent générer une croyance qui va leur permettre de faire disparaître le niveau d'ambiguïté, parce que ce niveau d'ambiguïté est douloureux psychiquement. Alors voici comment on l'a montré. On a montré à des personnes qui étaient, qu'on a présélectionnées en fonction de leur niveau de croyance et leur niveau d'acceptation de l'ambiguïté. Et on leur a montré ce qu'on appelle, c'est du bruit visuel, c'est-à-dire des patterns de points répartis aléatoirement, et on leur demande, après avoir présenté ces patterns de points pendant très peu de temps, à peu près 100 millisecondes, c'est très peu, mais suffisamment pour voir, qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez vu? Alors il n'y a rien à voir. Rien à voir. Sauf que ce que l'on observe, c'est que les personnes les plus croyantes et celles qui supportent le moins bien l'ambiguïté vont avoir tendance à avoir des formes. C'est-à-dire des formes signifiantes. Ils vont percevoir des visages, ils vont percevoir des objets, etc. En fait, ils sont frappés d'une forme d'hallucination visuelle non pathologique. Rien à voir avec la pathologie. Mais ce sont des gens qui, plus rapidement que les autres, vont avoir tendance à détecter quelque chose qui peut être une intention d'ailleurs, c'est en rapport avec l'intentionnalité dont j'évoquais tout à l'heure. Ils vont percevoir quelque chose qui semble avoir un sens, alors qu'il n'y a rien. Évidemment, si on leur montre ça une seconde, tout le monde voit qu'il n'y a rien. Et quand on met très peu de temps, chez ces personnes-là, chez celles qui acceptent très peu l'ambiguïté, ça les conduit à voir quelque chose alors qu'il n'y a rien. C'est encore une des caractéristiques des croyants de mal accepter, de mal supporter l'ambiguïté. Alors, tel que je le présente, on pourrait croire que finalement, on n'y peut rien, on est croyant parce qu'on est doté d'un certain fonctionnement cognitif qui nous prédispose à croire ou qui ne nous prédispose pas à croire. Mais ce n'est pas tout à fait ça. Il y a quelque chose de l'ordre aussi de je dirais presque de la volonté. C'est-à-dire de la manière que vous avez choisi d'interpréter le monde, de traiter les informations. Ce qu'on appelle une posture épistémique, c'est-à-dire comment je construis
mon rapport au monde. Et alors voilà 3 postures épistémiques que je vais vous indiquer, et vous me direz vous-même dans laquelle vous vous reconnaissez. Et ensuite, je vous dirai les conséquences que ça a. Première posture épistémique, posture intuitive, mon intuition me trompe rarement et je lui fais confiance. D'accord ? Deuxième posture épistémique, posture analytique, je ne valide pas une intuition si je ne dispose pas de données factuelles pour la soutenir. Troisième posture épistémique, posture relativiste, rien n'est vrai, rien n'est faux, la vérité est une construction, la science est une croyance comme les autres, toute vérité est relative. Alors vous pouvez vous reconnaître un peu dans les 3, mais peut-être vous vous reconnaissez plus dans l'une que dans l'autre. C'est une manière que vous avez mis en place finalement de traiter les informations qu'on vous donne. Pour avoir une petite idée, qui se reconnaît dans la posture intuitive? Il n'y en a que 2 qui répondent, mais parce qu'ils savent ce que... parce que normalement, il y en a beaucoup plus qui se reconnaît dans la posture analytique. Ok. Et dans la posture relativiste, ok. Alors je vais vous expliquer, ça ne va pas vous plaire, hein, pourquoi ceux qui se reconnaissent dans la posture relativiste sont en fait des adeptes de Donald Trump. Mais je vous dirai pourquoi ensuite. Je sais que ça va pas vous plaire, mais... Alors, le résultat est très clair. Hein. Les personnes qui adoptent la posture intuitive ou la posture relativiste sont les personnes qui sont plutôt tendance à développer des croyances. Un peu plus la posture intuitive que la posture relativiste, mais quand même. Et les personnes qui se reconnaissent dans la posture analytique, en moyenne, développent beaucoup moins de croyances. Donc, tout ça pour dire que, quelque part, on choisit son rapport au monde. Et en fonction de ce qu'on choisit, on va mettre en œuvre des processus très différents que je vous ai exposés tout à l'heure. Donc ce n'est pas quelque chose qui nous est totalement imposé, c'est quelque chose que l'on choisit aussi. C'est un peu compliqué, mais il y a les 2 qui interviennent. Alors maintenant, ce que je voudrais vous montrer, ça va être un peu plus politique et un peu plus en rapport avec le complotisme. C'est que cet univers des croyances qui est très très fort, qui est très présent dans chacun de nous, dans chaque humain naturellement, il peut s'exprimer de manière plus ou moins forte en fonction de son contexte. Du contexte, on va dire, sociétal. Et il y a un élément qui est déterminant. Ah, excusez-moi, j'ai sauté un truc. Bon alors, excusez-moi, je reviens un tout petit peu en arrière et je reprendrai ce que je viens de dire après. Je voulais quand même évoquer, parfois je ne le fais pas, c'est pour ça que mais là je l'ai mis, les effets positifs et négatifs des croyances, malgré tout. Alors, moi je ne suis pas contre les croyances. Je considère qu'elles peuvent être dangereuses, mais je ne suis absolument pas contre les croyances, parce que ça ne sert à rien d'être contre, de toute façon. Alors, il y a des effets positifs dans les croyances, évidemment. D'abord, l'équilibre psychique, comme je vous l'ai dit. Et puis, il y a l'efficacité comportementale. C'est-à-dire que les croyances sont autoréalisatrices. Je prends le cas de la prière. Bon, évidemment, si vous êtes croyant, vous pensez que la prière peut avoir un impact. Si vous n'êtes pas croyant, pour moi, évidemment, ça n'a aucun impact. Mais ça marche. Parce que les prières sont autoréalisatrices. C'est-à-dire que si vous priez pour quelque chose, en fait, vous vous mettez vous-même dans un état mental qui vous prédispose, qui accroît les chances que ce que vous espérez se réalise. Donc ça marche très très bien. C'est pareil pour les rituels, c'est pareil pour les objets porte-bonheur, et en fait c'est la même chose qu'un effet placebo. L'effet placebo, ça existe, hein, c'est pas une illusion, ça existe totalement. Mais c'est quoi? C'est une croyance qui a un impact tel sur son fonctionnement cérébral et physiologique que ça modifie notre rapport, par exemple, à la douleur. Donc, de ce point de vue-là, les croyances ont très grande efficacité. Vous avez peut-être observé que les sportifs de haut niveau ont tous des rituels. C'est normal parce qu'avant une compétition, il y a un niveau de stress qui est énorme. Donc, il faut diminuer ce niveau de stress. En général, on le diminue par un rituel. C'est très problématique parce que, bon, moi j'ai un frère qui
est coach sportif, qui coach des sportifs de très haut niveau. Ils ont des rituels, ils ne croient pas une seconde à l'effet réel du rituel, mais il ne peut pas leur dire que ça ne marche pas. Parce que si ça ne marche pas et que soudainement ils le croient, eh ben, ça ne va plus marcher. Donc c'est quelque chose de compliqué, mais de fait, pratiquement, c'est efficace. Donc c'est déjà un point positif de la croyance. Deuxième point très positif de la croyance, potentiellement positif, mais vous allez voir qu'il y a une façon de tout ça, c'est que la croyance, notamment la croyance religieuse, elle a eu comme fonction, du point de vue de beaucoup d'anthropologues, de juguler la violence naturelle des humains. Les humains sont assez violents. En plus, aujourd'hui, c'est encore plus difficile de ne pas y penser. Et beaucoup d'anthropologues cognitivistes estiment que les grandes religions sont apparues, les grands monothéismes, au moment où les humains se sont associés en communauté de gens qui ne se connaissaient pas. Je veux dire, au Paléolithique, un groupe d'humains, tout le monde se connaissait. Hein. C'est pas comme aujourd'hui, moi je connais 4-5 personnes là, mais tout le monde se connaissait. D'un coup, les humains se sont retrouvés dans cette situation bizarre où ils se sont retrouvés dans des villes avec 1000, 10 000, 20 000 habitants où on ne se connaît pas. Comment juguler la violence à un moment où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de service de l'ordre, il n'y a pas de justice? Eh bien, la religion est ce que l'on a trouvé comme meilleur moyen de conduire les gens à éviter les actes violents, qui étaient très très fréquents à l'époque. Et comme, du coup, on a une éthique qui est cette fois-ci transcendante, elle n'est même plus le produit de la pensée humaine, elle est le résultat d'une parole divine, elle peut avoir un impact énorme et participer à une vie pacifiée dans les premières grandes villes du néolithique. Les effets négatifs des croyances, il y en a aussi, évidemment, sinon je ne m'intéresserai pas au truc, le complotisme, on va en parler tout à l'heure. Évidemment, le complotisme n'est qu'un cas particulier de croyance et on verra que c'est potentiellement dangereux. L'adhésion aux sectes. Je veux dire, les sectes dans le monde, ça représente un chiffre d'affaires de milliards d'euros. C'est gigantesque. Et en France, c'est aussi des milliards. C'est d'une puissance insoupçonnée. La puissance financière des sectes, c'est incroyable. Et puis c'est une souffrance terrible pour les personnes qui sont prises là-dedans. Ça, je veux dire, c'est destructeur pour les familles. La radicalisation religieuse. Alors, on n'est pas forcément radicalisé quand on est croyant, heureusement. Mais, pour certaines raisons, la croyance peut assez rapidement porter à la radicalisation. Notamment parce que, en fait, on peut légitimer la violence par le sacré. C'est ce que disait saint Augustin. On persécute par amour. Quand on croit à un Dieu de manière très très forte, eh bien on peut être amené à persécuter par amour. Alors je voudrais vous montrer cette petite expérience qui est assez terrible, qui a été réalisée par un collègue israélien qui s'appelle Tamarin. Il a raconté à des enfants l'épisode de la destruction de la ville de Jéricho, dans l'Ancien Testament, où donc une ville entière a été détruite parce que les personnes n'avaient pas adopté le Dieu juif. Et donc, tout le monde est trucidé, excepté les femmes, ça c'est un détail. Et on demande à des petits-enfants israéliens d'évaluer cet acte, qui est un génocide. Et on leur dit, voilà, est-ce que vous approuvez ou vous approuvez pas cet épisode de l'Ancien Testament? Et vous avez 74% de petits enfants juifs. Alors, je dis tout de suite qu'on ferait ça chez les catholiques et chez les musulmans, ça serait pareil, donc pour éviter tout. Voilà. 74% des enfants considèrent que oui, il fallait le faire, et 26% qu'il ne fallait pas le faire. Alors, on a pris les mêmes enfants de la même communauté, mais d'autres, bien sûr, et on leur a raconté une histoire analogue, c'est-à-dire une histoire qui décrit la même chose, mais avec d'autres personnages, un autre contexte. C'était un général chinois qui assiégeait une ville et qui détruisait parce que ces personnes-là croyaient pas au Dieu de la population dominante. Et on leur demande d'évaluer. Et là, le pourcentage, il est exactement inversé. 25% des enfants
accrue et 75% des infos. Alors, ce qui est vrai des enfants, malheureusement, est vrai des adultes. Donc, ce qui veut dire que parce que on croit à une transcendance quelconque qui est de nature sacrée, qui n'est plus contestable dans ce qu'elle nous demande de faire, on peut être amené à faire des actes épouvantablement violents. Et si vous regardez l'histoire de notre civilisation, malheureusement, ça, c'est d'une grande banalité. Et ce petit extrait de l'Ancien Testament, bien sûr, on va dire que l'Ancien Testament, c'est pas nouveau. Tu ne laisseras en vie rien de ce qui respire, car tu les détruiras entièrement comme un anathème, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a demandé. Donc c'est ça le danger, c'est qu'à partir du moment où votre croyance en cette transcendance devient dominante par rapport à l'éthique et à la capacité d'analyse que l'on a avec le pauvre cerveau humain, au moment que ça prend le dessus, à ce moment-là, n'importe quel message peut devenir si fort qu'il peut conduire à des actes potentiellement très problématiques. Et puis il y a un autre aspect, moi sur lequel je travaille beaucoup en ce moment, que je développe d'ailleurs dans un livre qui est ici, à propos de l'écologie. Je n'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi. Mais ce second aspect, c'est ce qu'on appelle l'altruisme paroissial. Alors qu'est-ce que c'est que l'altruisme paroissial? C'est un concept d'anthropologie cognitive et de psychologie aussi. C'est l'idée que l'intérêt d'une croyance religieuse partagée, c'est d'accroître le niveau de fraternité, d'altruisme, d'aide, d'attention vis-à-vis des personnes à l'intérieur de son groupe. C'est pourquoi, par exemple, je prends l'exemple des francs-maçons, qui forment une communauté aussi, ils s'appellent frères. C'est la fraternité. Le problème, c'est que systématiquement, quand une relation altruiste apparaît fortement à l'intérieur d'un groupe, elle se manifeste toujours en relation avec une hostilité vis-à-vis du groupe extérieur. Ça, c'est systématique, et je n'ai pas le temps de développer, mais je considère que c'est catastrophique pour l'humanité. Ce qui se passe en Ukraine, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas besoin d'un dieu pour faire ça. Ça peut être sous-tendu par autre chose, par exemple l'idée de nation, l'idée de patrie. Mais c'est absolument terrible, et pour moi d'ailleurs c'est un des obstacles fondamentaux à l'émergence d'une écologie qui ne peut pas se satisfaire d'une distinction entre race, entre couleur, entre nation. C'est pas possible. La planète, elle est une, et pour elle, cette humanité n'est pas une. Donc ça, c'est un gros problème. Et donc, les croyances ont ce pouvoir de réunir les gens sur la base de cette croyance, mais qui est toujours associée à une très grande hostilité vis-à-vis de ceux qui ne partagent pas cette croyance. Et ça, on le retrouve tout le temps. Et c'est extrêmement dangereux. Voilà, alors maintenant j'en viens à un aspect plus sociétal, qui est très contemporain. Ce que je vais évoquer là, c'est très contemporain. Je voudrais mettre en rapport le rôle de la confiance et le fait de croire. Et vous allez voir que c'est très important. En fait, nous croyons, ou nous savons, mais la distinction elle est peut-être pas aussi claire que ça, c'est ça le problème, par procuration. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous savez par vous-même? Pas grand-chose en réalité. Parce que nous sommes des animaux sociaux et la plupart des connaissances que nous les avons acquises grâce à d'autres. Surtout à l'ère d'Internet, où prenez beaucoup d'informations sur Internet. Je vais vous donner 2 exemples. Comment savez-vous que la vie sur Terre est apparue il y a 3,5 milliards d'années? Enfin, si vous le savez, enfin, c'est ce que disent en tout cas les paléontologues, hein, la vie est apparue sur Terre il y a 3,5 milliards d'années. Ou bien, si vous savez, enfin, moi je crois le savoir, hein, que les vaccins nous protègent. Mais comment? Moi je sais ça. Mais comment je le sais? Est-ce que moi j'ai les compétences pour aller vérifier ça? Ben non. Je ne suis pas paléontologue, je ne suis pas virologue, je ne suis pas épidémiologue.
Je peux lire les travaux de mes collègues, parce que j'ai quand même un peu de culture scientifique et je peux les lire, mais c'est pas moi qui ai produit cette connaissance. Cette connaissance, elle vient d'autres personnes en qui je fais confiance. Ça, c'est déterminant. C'est parce que je fais confiance que je considère que ça, c'est des informations valides, que je sais, et c'est non pas des choses auxquelles je crois. Mais évidemment, si vous prenez un platiste, quelqu'un qui croit que la Terre est plate, il y en a quand même pas mal, surtout aux États-Unis, mais lui, il sait que la Terre est plate. Et il pense que moi, je crois que la Terre est ronde. Et moi, je sais que la Terre est ronde, mais je sais qu'il croit que la Terre est plate. C'est très problématique. D'ailleurs, moi, j'ai souvent, parfois, il y a des complotistes, je suis souvent en relation avec des complotistes qui me disent Monsieur Ripoll, arrêtez de croire toutes ces choses, développez votre esprit critique, pensez par vous-même. Vous vous rendez compte, vous croyez n'importe quoi. Vous avez lu 3 choses sur Internet et vous le croyez. C'est-à-dire, ils me tiennent à moi les propos que moi je pourrais leur tenir à eux, ce qui est assez troublant parfois. Mais en tout cas, ce qui est fondamental, c'est de bien comprendre que ce que l'on sait, on le sait par procuration. Donc si jamais la confiance s'effiloche, c'est fini. Il n'y a plus de société. Parce que on ne pourra plus avoir de corps de connaissances partagés. Et si l'on n'a plus de connaissances, de corps de connaissances partagés, il n'y a même plus de discussion possible. Il n'y a même plus de négociation possible. Il n'y a même pas de débat possible. Et ça, c'est extrêmement dangereux. En fait, la distinction entre sceptique et croyant n'est donc pas aussi évidente que cela. Il y en a une, mais le problème, c'est que il n'y a pas de Dieu pour nous dire ça c'est vrai, ça c'est faux. Enfin, en tout cas, pour moi, je n'ai pas de Dieu pour me dire le Covid c'est ci ou le Covid c'est ça. Donc, c'est très problématique, d'autant que, de fait, la confiance dans cette société, elle a fortement régressé. Ou en tout cas, elle s'est déplacée. C'est-à-dire qu'on dit souvent que la confiance dans la transmission verticale de l'information, par exemple celle qui vient des scientifiques, s'est dégradée au profit d'une confiance entre son copain ou sa copine, ou l'ami sur le réseau social. Et c'est très très grave. C'est très très grave, parce que là, il va y avoir une espèce d'éclatement de la connaissance, avec une infinité de conceptions sur des choses parfois extrêmement concrètes, qui rendent impossible la discussion rationnelle de l'information. Ça n'est même plus possible. C'est très grave parce que naturellement, on n'est pas très doué pour distinguer le vrai du faux. On n'est pas très doué. Vous savez, on a calculé qu'un humain nous mentait à peu près 1,5 fois par jour. C'est la moyenne pour tous les humains, c'est 1,5 fois par jour, chacun on ment. Et en fait, on a fait des tas d'expériences qui montrent qu'on est mieux pour détecter le mensonge. On n'y arrive pas. Donc, si on ne peut plus se reporter à la confiance, sur la confiance que l'on peut avoir aux institutions, aux experts, aux scientifiques, on est dans un grand bordel, et on entre dans l'ère du relativisme et du populisme politique. Et alors, je voudrais à ce sujet vous citer un échange entre un homme politique, que vous allez peut-être reconnaître, qui interagit avec un scientifique au sujet du réchauffement climatique. Et le scientifique dit « Ouais, moi je suis très inquiet, tous ces incendies, c'est un problème, c'est lié au réchauffement climatique. » Et le scientifique lui dit « Ça va commencer à rafraîchir, vous allez voir, ne vous inquiétez pas. » Et le scientifique, il dit ça comme ça, lui, il ne connaît rien, il lui dit « J'aimerais que la science soit d'accord avec vous. » Histoire de dire, attendez, je veux bien, mais quelles compétences vous avez pour dire ça quand on est des tas de scientifiques à être d'accord sur le fait qu'il y a un réchauffement climatique qui contribue à ces incendies à répétition qu'on a observé en Australie, en Californie. Et le scientifique de conclure, je ne pense pas que la science sache réellement. Je ne pense pas que la science sache réellement. Pardon ? Oui, pardon, excusez-moi, la politique, je me suis trompé. Alors ce scientifique, vous l'avez peut-être vu, connu, vous savez qui c'est ? C'est lui. Donald Trump. Donald Trump, qui est le populiste typique d'extrême droite, qui a totalement joué sur le relativisme, sur la remise en cause de la pensée scientifique, et
qui est à l'origine d'un mouvement de contestation qui a alimenté des réseaux complotistes qui ont abouti à l'assaut du Capitole. Un peu plus loin, Donald Trump dit la chose suivante dans un autre tweet ravageur: la vérité n'est pas la vérité. Alors ça, il faut le faire. Parce que d'un point de vue logique, c'est une parfaite contradiction. C'est ne pas satisfaire la règle fondamentale de la logique. On ne peut pas dire A et non A. Alors on est un extraterrestre, je ne sais pas ce qu'on est, ça n'existe pas. La vérité n'est pas la vérité. Donc non seulement il tient un discours logique qui est totalement absurde, aberrant, illogique, mais en plus, il remet en cause le concept même de vérité. C'est pourquoi je dis que lui, il est adepte de la posture relativiste. C'est typiquement relativiste. Il n'y a pas de vérité. Croyez ce que vous voulez. Faites-vous votre idée vous-même. Pensez par vous-même. N'écoutez plus les scientifiques ou ces gens qui prétendent savoir. À la rigueur, écoutez-moi. Parce que moi, Donald Trump, mon instinct est plus fiable que le cerveau des autres. Ce qui veut dire, mon système intuitif, je traduis, mon système intuitif est plus fiable que le système analytique des autres, des scientifiques. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est sûr que son système analytique ne devrait pas être très développé. Mais ça, c'est extrêmement dangereux. C'est épouvantablement dangereux et c'est une ritournelle que vous trouverez dans tous les mouvements populistes. Alors, un peu à l'extrême gauche, mais surtout à l'extrême droite. Et si vous regardez, je suis désolé, il y a peut-être des gens d'extrême droite, mais si vous regardez les discours tenus par les leaders populistes d'extrême droite en France ces derniers temps, ils ont tous fonctionné comme ça. Ce qui est une catastrophe. Parce que, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vont tomber dans le panneau et qui vont être amenés à adopter des comportements potentiellement extrêmement violents. Et je vais vous expliquer pourquoi cette violence, elle est naturelle. Donc il y a actuellement, dans ce monde, en ce moment, un brouillage de cartes. C'est-à-dire que beaucoup de personnes ne savent plus à qui il faut accorder sa confiance. Et moi j'ai des étudiants qui viennent souvent me voir et qui me disent, y compris des étudiants de master, ils me disent « Monsieur, mais nous on ne sait plus ce qu'il faut croire ». Et ils m'apportent des documents parfois. Et je vois bien que c'est n'importe quoi, mais c'est pas évident de savoir que c'est n'importe quoi. Il me dit, mais comment on fait pour savoir? On trouve tout et son contraire. À qui on doit accorder sa confiance? Donc on est dans une époque où les cartes sont absolument troubles et plus personne n'arrive à s'y retrouver. Mais c'est extrêmement dangereux. Et il y a un philosophe donc, qui s'appelle Proctor, qui a même inventé une discipline scientifique, une nouvelle discipline, une branche de la philosophie, on va dire, qui s'appelle l'amiotologie, c'est-à-dire comment la société organise l'ignorance. Comment on organise l'ignorance? Il a vachement bien étudié, et il a notamment étudié sur le cas du tabac, puisque vous savez qu'il y a une époque où les lobbies du tabac avaient réussi à corrompre quelques scientifiques pour non pas dire que le tabac c'était bon pour la santé, mais pour dire que c'est pas forcément dangereux. Et ça a été un scandale terrible, mais qui a laissé des traces. Et vous avez le même phénomène aujourd'hui avec le climato-scepticisme. Le même phénomène. Et c'est financé notamment par les grandes industries du pétrole américain. Pour vous donner une petite idée, le niveau de consensus au niveau du réchauffement climatique chez les scientifiques du monde entier, aujourd'hui, c'est 98%. 98% des scientifiques disent, bon, il n'y a aucun doute, le réchauffement climatique est le résultat de l'activité humaine. Les 2% restants, bon, je ne discuterai pas. Mais quand vous interrogez des citoyens en leur disant, d'après vous, c'est quoi le niveau de consensus des scientifiques à ce sujet-là? Alors ça dépend d'un pays, mais aux États-Unis, on en est à peu près à 60%. Donc vous voyez le décalage qu'il y a entre la représentation du public et la réalité. Mais ça, c'est très grave, parce que selon que vous croyez ça ou non, ça peut déterminer là où vous mettez votre bulletin de vote. Et donc, ça a une implication sur le moment où l'humanité va faire ce qu'il faut pour résoudre ce problème. Donc, c'est très important. Alors, il y a en plus, il faut le dire, malheureusement,
il y a l'effet délétère, donc des fraudes scientifiques que j'ai évoquées là. Il y en a très peu. Je veux dire, je suis scientifique, je connais, je sais comment fonctionne la publication scientifique. Il y a quelques fraudes, surtout dans certains domaines. Alors, il n'y en a pas trop dans mon domaine, il n'y en a pas en mathématiques, mais par contre, il y en a en médecine. C'est vrai. Et il y a maintenant ce qu'on appelle une junk science, c'est-à-dire une science qui n'est plus tout à fait dans les normes et qui arrive quand même à se vendre. Et il existe des revues prédatrices, on appelle ça des revues prédatrices. Alors je vais vous en donner un exemple. Une revue prédatrice, c'est une revue qui a toutes les allures d'une revue scientifique et qui n'est pas une revue scientifique. Mais si vous n'êtes pas expert du domaine, vous vous plantez. Voilà un exemple caricatural. Alors, je lis le titre, SARS-CoV-2, donc c'est le Covid-19, de manière inattendue, est apparu comme plus mortel que les trottinettes. Est-ce que l'hydroxychloroquine pourrait être l'unique solution? Alors, cet article-là, ce sont des collègues qui se sont amusés, qui ont inventé un truc, c'est un canular, qu'ils ont envoyé dans leur revue Asian Journal of Medicine and Health. On se dit, c'est sérieux. Et l'article, vous pouvez le trouver, il est sur Internet, etc. Et vous voyez que les personnes qui contribuent, alors vous avez par exemple, vous avez Néron Macron qui habite au Palais de l'Élysée, vous avez par exemple Silvano Trottinetta qui est un complotiste que vous pouvez trouver facilement sur YouTube, qui est complètement timbré, vous avez le collectif Laissons les vendeurs de trottinettes prescrire, en rapport avec, vous avez peut-être entendu, et puis vous savez que Raoult avait dit qu'il y avait moins de morts par les trottinettes, moins de morts, oui, enfin, le Covid ne faisait pas plus de morts que les trottinettes. Donc ça, c'est encore quelque chose qui se surajoute à la confusion. C'est vraiment problématique. Ensuite, là, c'est extraordinaire. Il y a un gars qui s'appelle Steve Milo, je ne sais pas si vous connaissez, qui a fait un site, vous pouvez le trouver sur Internet, de junk science, c'est-à-dire qui est là pour identifier les publications fantoches, pseudo-scientifiques. Sauf que Steve Milo, c'est un proche de Trump qui est financé par l'industrie du pétrole. Donc, lui prétend détenir et faire œuvre d'hygiène en nous disant ce qui est vrai et ce qui est faux, alors qu'il est totalement corrompu. Comment voulez-vous que les gens s'y retrouvent? Moi j'ai le temps, je passe mon temps à ça. Mais comment le citoyen normal, doté de compétences même tout à fait élevées, peut s'y retrouver dans le traitement d'une information qui est aussi complexe, aussi aléatoire et parfois aussi trompeuse? C'est devenu quasiment impossible. Et dans la mesure où la confiance a disparu, eh bien, on ne peut plus avoir de corps de connaissances partagées, donc il n'y a même plus de débat. Il n'y avait pas de débat entre Trump et Biden, quasiment. Il n'y avait pas, puisque de toute façon, ils partaient sur des données qui n'avaient rien à voir. Donc, de quoi vous voulez débattre? Le conflit idéologique que l'on connaissait il y a 30 ans, il n'existe plus. Il n'y en a plus. Ce qui est très grave. Et puis, bon, à tout ça, faut-il rajouter, mais là encore, moi je ne fais pas partie de ceux qui critiquent les journalistes, je les connais bien et je sais que la plupart font du très bon travail, mais malgré tout, eux aussi sont soumis au problème de rentabilité. Il faut qu'ils fassent le buzz, il faut qu'ils vendent, et parfois ils font des conneries. Et je cite ce cas-là de collègues qui ont, pareil, ils ont fait un article, un canular, qui prétendait que le chocolat faisait maigrir. Et l'article est sorti dans une revue comme ça, mais c'était du canular. Les journalistes s'en sont emparés, et ça a été diffusé de partout dans le monde, dans les plus grandes revues sérieuses, américaines et tout, alors que c'était n'importe quoi. Il y a aussi ce problème-là, c'est une information qui circule à grande vitesse, qui n'est pas régulée, qui n'est pas contrôlée. Et c'est épouvantable. Je ne sais pas, vous avez bien vu en ce moment, il y a cette guerre terrible. Vous savez que les Russes sont à 70% soutiennent Poutine. Et nous, à 80%, on est aussi la Poutine. Alors, oui, mais qui a raison? Qui dispose de la bonne information?
Jamais cette question ne s'est posée avec autant de force qu'aujourd'hui. Et moi, je prétends que pour un individu normal qui n'a pas 10 heures à passer sa journée à contrôler l'origine de l'information, c'est pas possible de s'en sortir. Ça n'est pas possible. Ça n'est plus possible. Et ça, c'est un énorme problème. Voilà, donc pour conclure, je dirais qu'aujourd'hui, on maîtrise bien les facteurs et les processus qui conduisent aux croyances infondées. Ça, franchement, on sait à peu près comment ça fonctionne. Par contre, on est beaucoup moins armé pour protéger les gens de ces croyances infondées. Je pense notamment aux personnes, parce que je travaille avec des associations qui font ce boulot-là, qui sont victimes de dérives sectaires. C'est très difficile de leur permettre de s'en sortir. Parce que ces personnes-là sont heureuses d'aller dans ces sectes, au moins au départ. Alors elles se font escroquer, elles se font manipuler, ça peut aller très loin, mais pendant tout un temps, ça leur procure des satisfactions énormes, sinon ils n'iraient pas. Et c'est un peu comme une drogue, hein, c'est pas évident. Il faut comprendre qu'en fait, la croyance est un moyen d'équilibrer son psychisme. C'est pour ça que c'est très difficile de lutter contre une croyance, et c'est pour ça que c'est impossible de s'attaquer frontalement à une croyance, quelle qu'elle soit. Y compris complotistes, vous avez sans doute des gens autour de vous qui sont complotistes, peut-être même dans vos amis, dans votre famille. Et beaucoup de gens consultent en ce moment en disant « Mais comment je fais? Il est en train de perdre la tête, il est devenu complètement fou avec ses croyances complotistes. Comment on fait ?» C'est très compliqué. Et en tout cas, ce qu'il faut faire, c'est pas de mépris et pas l'opposition frontale. Et je dirais que de manière générale, si on n'a pas de substitut à donner aux croyants, ils n'abandonneront jamais les croyances. C'est pas possible. Parce que la croyance, c'est vraiment une question de survie. Si vous fragilisez une croyance, vous pouvez tuer la personne. Et si vous affrontez directement, vous confrontez directement la croyance, la seule chose que vous allez réussir à faire, c'est la renforcer. Pourquoi? Parce que comme vous avez fragilisé la personne, pour pouvoir restaurer son équilibre, il va devoir encore radicaliser sa croyance, la rendre encore plus étanche à toute objection. Et donc, c'est très difficile. Ce que je dirais, je finirai par là, ou presque, c'est que, de mon point de vue, la société que l'on est en train de vivre, une société qui est, d'un point de vue économique, néolibérale, nos économies sont des économies néolibérales, mais ce sont des sociétés démocratiques, en tout cas c'est mon point de vue. Je sais qu'il y a des gens qui contestent, mais il ferait bien d'aller en Russie pour comprendre qu'ici on est en démocratie. Mais la conjonction du néolibéralisme et de la démocratie ne peut que booster le complotisme. Pourquoi? Parce qu'une société néolibérale est une société qui produit de la précarité, de l'injustice, un sentiment de perte de contrôle, un sentiment de perte de sens. Tout ce qui contribue à la production de croyances infondées. Et donc, pour un sujet complotiste, un sujet qui est, on va dire, mal dans cette société, qui est en souffrance, qui est dans une classe sociale très défavorisée, qui est en très grande précarité, qui n'arrive pas à vivre, la solution la plus simple, c'est de s'imaginer une cause évidente qui n'est pas la cause réelle de son malheur. Et c'est comme ça que se développent les théories complotistes. Toujours. Évidemment, on pourrait dire qu'il faudrait réguler l'information. Oui, mais si on régule l'information, on ne satisfait plus aux exigences des sociétés démocratiques. Donc comment on fait? Moi, je pense que tant que cette société aura ce niveau d'inégalité sociale et de précarité qui est imposé à beaucoup, les croyances complotistes, compte tenu de la vitesse à laquelle l'information circule, une vitesse énorme. Je rappelle toujours qu'il y a encore 2 siècles, la vitesse de circulation d'une transformation, c'était 30 km/h, le cheval. Maintenant, c'est la vitesse de la lumière. Et au lieu d'avoir un cheval, vous avez des milliards de chevaux qui circulent en permanence sur la Terre à la vitesse de la lumière. Comment voulez-vous qu'on puisse gérer correctement cette information? Notre cerveau n'est pas fait pour ça.
Je veux dire, le cerveau d'un Homo sapiens du Paléolithique, il traitait, une ou deux nouvelles informations par jour, peut-être. Quasiment rien. La vie était d'une grande stabilité, c'était toujours le même environnement. Voilà, l'information, c'est vrai, il y a un mammouth qu'on a vu là, il n'était pas hier, mais bon. Maintenant, en une journée de votre vie, pour peu que vous ayez sur Internet, vous traitez plus d'informations qu'en traitez des hommes auparavant pendant une vie entière. Et le cerveau, il n'est pas fait pour ça. Il n'est pas adapté pour gérer ce flux d'informations. Et quand vous ne pouvez plus avoir confiance à ce qu'on appelle le système qui est la société, à ce moment-là, ça ouvre grand les voies à toute forme de croyances complotistes, potentiellement très dangereuses. Notamment parce que ce qui est au fondement du complotisme, c'est un, que l'on nous ment, et deux, que l'on veut nous nuire, voire nous tuer. Puisque par exemple, si on prend le vaccin, il y a beaucoup de gens qui sont persuadés qu'on a créé le vaccin pour tuer et éliminer une partie de l'humanité. Et quand vous êtes persuadé de ça, il n'y a pas à prendre des armes. Moi, si je suis convaincu qu'on est en train d'assassiner des gens, je suis prêt à prendre des armes. C'est ce qu'ont fait les gens pour l'assaut du Capitole. Et c'est ce que pourraient faire bien d'autres personnes dans un contexte pareil, où on est dans une société qui génère quand même énormément de douleurs, de difficultés, de tristesse, d'anxiété, avec un flux d'informations qui n'est plus du tout régulé et qui donne lieu à peu près à n'importe quel type de croyance. Donc, il se pourrait très bien qu'à cause de tout ça, nos démocraties accouchent de totalitarisme. Et si vous regardez ce qui se passe actuellement dans le monde, je crains que ce ne soit pas totalement faux. Je veux dire, ça a failli arriver aux États-Unis, et ça pourrait très bien arriver en France. Et quand on voit que quand même une grande partie de la planète est dirigée par des dictateurs, la démocratie est quelque chose de précieux et je ne suis pas sûr qu'on fasse tout ce qu'il faut pour la défendre aujourd'hui. Donc, tout ça pour vous dire que je remercie, mais surtout ne croyez pas tout ce que je vous ai raconté quand même. Voilà. Gardez bien une question en tête. J'ai oublié de vous dire deux choses très très importantes. Monsieur Ripoll, après les réponses qu'il va faire à vos questions, pourra vous dédicacer ses livres qui sont là. Et ensuite, on boira un petit peu tous ensemble. Et j'ai oublié de remercier Céline et Fred de la Compagnie du Cèdre qui nous apportent une aide précieuse. Et les bénévoles pour toute la technique à toutes nos manifestations. Pour qui ? Merci beaucoup, monsieur. Comment explique-t-on que des scientifiques puissent être croyants? Oui, alors c'est une bonne question. Alors d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que le niveau de croyance chez les scientifiques, vous parlez au sens religieux du terme, le niveau de croyance religieuse chez les scientifiques est très faible. Pour vous donner une petite idée, l'Académie des sciences américaines qui accueille les plus grands scientifiques américains sur la question de l'existence d'une âme séparée du corps, qui est au fondement de toutes les religions. Donc il y aurait une âme immatérielle et un corps physique. Dans cette communauté, qui sont quelques centaines, il y a 6% de scientifiques qui croient ça, quand dans la population américaine, c'est 80% qui croient le contraire. Donc il y a quand même un décalage énorme entre les croyances que l'on a chez, on va dire, la plupart des citoyens et le niveau de croyance chez les scientifiques. Ce qui n'enlève rien à l'intérêt de la question. Alors, en fait, tout à l'heure, j'ai parlé du système intuitif et le système analytique. Et je vous ai dit, le système intuitif, c'est celui qui est producteur de croyances. Les scientifiques, dans leur activité professionnelle, ils fonctionnent de manière analytique. Parce que sinon, ce n'est pas des scientifiques, donc vous n'avez pas le choix. Mais on peut très bien fonctionner selon un système dans un contexte et selon un autre système dans un autre contexte. Ça pose aucun problème.
Donc on peut très bien avoir une pensée parfaitement rationnelle, être extrêmement intelligent, tout ce que vous voulez, dans un domaine donné, et quand on sort de ce domaine, on passe sous un mode de fonctionnement qui n'a plus rien à voir. Et là, c'est d'autres facteurs qui vont intervenir. Par exemple, des facteurs culturels. Vous savez quel est le meilleur prédicteur du fait que vous croyez en Dieu? Il y en a deux. Là où vous habitez, et si vos parents étaient croyants ou non. C'est les deux. À eux deux, on explique tout. Le reste, ça compte pour rien du tout. Donc forcément, si vous avez quelqu'un qui vit dans un pays scientifique, mais quelqu'un qui vit dans un pays très croyant, que lui-même il est issu d'une tradition religieuse, et qu'en plus il y a d'autres facteurs que j'ai évoqués qui peuvent rentrer en ligne de compte, c'est tout à fait possible. Mais c'est vrai que personnellement, ça m'a toujours interrogé. Et c'est aussi un peu pour ça que j'ai travaillé là-dessus. Parce que je connais des tas de personnes qui sont extrêmement intelligentes, extrêmement capables de raisonnement, extrêmement rigoureux et précis, et qui sont très croyants. C'est tout à fait possible. Il y a l'inverse. Un intuitif peut ne pas avoir. Oui, mais alors, ce qu'on montre, c'est que les personnes qui fonctionnent de manière très intuitive ne sont pas forcément croyantes, notamment parce que vous savez que dans cette société, actuellement, les croyances religieuses diminuent régulièrement. Depuis 30 ans, ça a beaucoup perdu. Mais ce qu'on observe, c'est que c'est compensé par d'autres croyances, notamment les croyances qu'on appelle New Age, alors le chamanisme, des tas de choses comme ça, qui montent en flèche. Donc finalement, on a un niveau de croyance qui est assez stable, mais en fonction de la culture du moment, certaines croyances peuvent monter, d'autres peuvent diminuer. Et ce qui sera le cas pour la religion. Je suis absolument certain que pour autant qu'on arrive à survivre dans des dizaines de millions d'années, dizaines de milliers d'années ou centaines de milliers d'années, ni le christianisme, ni l'islam, ni le bouddhisme n'existeront. Ils n'existeront plus. Les religions ont toujours évolué régulièrement avec la société elle-même, donc il n'y a aucune raison que celle-ci perdure plus que les autres. Il y a 10 000 religions dans le monde, à peu près. Et il y en a eu plein qui ont existé, qui ont disparu. Donc, c'est culturel aussi. C'est un produit de notre culture. Tout à l'heure, tu disais que la confiance dans les scientifiques avait beaucoup diminué. Comment faire pour la remettre l'éclair? Ouais, ça, je sais pas trop. En fait, personnellement, pour moi, le meilleur moyen de les convaincre, c'est de les amener à faire de la science. C'est-à-dire, à la rigueur, quand des étudiants viennent travailler avec nous, eh bien, ils voient ce que c'est. Et ils se disent, c'est pas n'importe quoi. Voilà. Mais je crois que tant qu'on n'a pas mis les mains dans le cambouis, quand on ne sait pas comment ça fonctionne réellement, on peut avoir des doutes. Parce que, malgré tout, la science est perçue comme une émanation du système. C'est le système. Elle fait partie du système. D'ailleurs, elle a produit des choses qui sont problématiques, par exemple la bombe atomique. Donc, je ne sais pas comment faire. Pour moi, c'est un réel problème. Je peux reformuler différemment. Alors, comment faire en sorte que les gens soient attirés par la science? Ils viennent, mettre les mains dans le cambouis, ils viennent, par exemple, vous faites de la science chaque année. Comment faire pour que les jeunes s'y intéressent et le tout public? Pour moi, il n'y a pas d'autre solution que ce que l'on peut faire pendant l'école. Donc je crois que les choses devraient être faites pour davantage former les gens à la rigueur méthodologique, à l'esprit critique, etc. Moi j'ai proposé, parce que j'étais en rapport avec le ministère, de réfléchir à la mise en place d'un enseignement, non pas de biologie ou de physique, mais à la méthode scientifique, et donc à l'esprit critique. Par exemple, en présentant tous les biais, certains que j'ai exposés et d'autres qui peuvent nous induire en erreur. C'est pas possible. C'est pas possible parce que, en fait, si je faisais ça, je suis sûr qu'il y a des parents qui viennent me casser la gueule à la fin du cours. Parce que si je commence à dire pourquoi on développe des croyances complotistes, si par exemple j'analyse les croyances complotistes qui se sont développées pendant le Covid, il y a des gens qui vont venir, qui vont vouloir me flinguer.
Donc c'est très compliqué parce qu'en fait, on s'oppose à quelque chose qui est assez dominant dans le monde. Donc je sais pas comment faire. Mais ce qui est certain, c'est qu'en plus, l'image de la science est dégradée par rapport à ce qu'elle était au 19e siècle et au début du 20e siècle. Ça s'est énormément dégradé. Et je dois dire que ce qui s'est passé avec le Covid, ça a été catastrophique. Ce qui s'est passé avec certains médecins que je ne citerai pas, que je connais, c'était pour moi une catastrophe. Parce que maintenant, beaucoup de citoyens français se disent oh, ben, les médecins, finalement, c'est comme les hommes politiques. Hein. Ils disent ce qui les arrange. Et ça, c'est terrible. Je pense que c'est aussi la somme d'informations. On a plus d'informations, on sait plus, moins bien. Oui, et si on prend, tu vois, l'exemple du climato-scepticisme, à l'époque, par exemple, il y a eu Allègre. Allègre était ministre. C'était un scientifique. Quoi qu'on ait dit, c'est pas un spécialiste du climat. Mais enfin, il a pris clairement position en disant le réchauffement climatique n'a aucun rapport avec le CO2 et la production économique. Ben, moi, je me mets à la place de gens, ils disent attendez, mais pourquoi on ferait confiance à l'un plutôt qu'à l'autre? Il s'est passé la même chose pour le Covid. Hein. Et là, on sème un trouble absolument terrible. Donc c'est super bien parce qu'on profite de la pluralité de l'information, on est en démocratie, mais en même temps, l'effet il est dévastateur. Dévastateur. Et en plus, moi, avant de partir, je vous voir, j'ai écouté, il y en a qui connaissent Henri de Lesquen. Ah, vous connaissez pas? Allez voir, c'est Zemmour et Le Pen à côté, c'est de la rigolade. Il est magnifique, hein, il faut faire du cinéma, c'est trop rigolo, c'est effrayant, mais c'est rigolo. Et Henri de Lesquen, allez le voir, hein. Il y a tout un truc où il critique les pseudosciences et toutes les conneries que les scientifiques ont dites à propos du réchauffement climatique et du Covid. Mais ce qu'il dit, c'est aberrant. C'est un énarque qui s'était déjà présenté aux élections présidentielles, qui a été un soutien de Le Pen, mais il s'est fâché avec Le Pen parce qu'il trouvait qu'elle était vraiment trop molle. Et puis Zemmour, c'est pas possible parce qu'il est d'origine juive. Mais allez voir Henri de Lesquen, vous allez voir. C'est de la désinformation. Alors, ce que je ne sais pas, c'est une question que je me pose toujours, est-ce que c'est de la désinformation ou est-ce qu'ils croient ce qu'ils disent? Je n'en sais rien. Je pense qu'il peut y avoir tous les cas de figure. Mais bon, dans le cas d'Henri de Lesquen, je pense qu'il croit ce qu'il dit. C'est un énarque, mais il a une formation scientifique de collégien, quoi. Donc il ne comprend rien. Donc c'est terrible. C'est terrible. Et comment faire? Je ne sais pas. Je voudrais vous poser la question, on parle des scientifiques, il faut bien confier aux scientifiques, ce qui est très bien. Comment peut-on expliquer que le professeur Raoult, qui est un éminent scientifique, on le dit à longueur de journée, a pu passer dans la croyance absolue de son traitement? Eh bien, en fait, il y a quelques cas comme ça, parce qu'il ne faut pas oublier que les scientifiques sont des hommes comme les autres. Alors, ils ont une méthode, ils ont une rigueur, ils ont acquis une expertise, mais ils peuvent péter les plombs. Il y en a eu plein, malheureusement, il y en a eu plein dans l'histoire, il y en a eu pas mal. Les raisons m'échappent un peu. J'avoue que, en plus, je le connais, donc c'est vrai que j'ai été très étonné. Pas totalement quand même, parce que je le connais un peu, mais quand même, que ça, à ce niveau-là, j'ai quand même été très étonné. Je sais pas. Mais je pense que tout simplement, ce sont des humains comme les autres, avec leur amour propre, leur égoïsme, leur volonté de briller, leur volonté d'être populaire, d'être aimé, leur réaction par rapport à un système qui ne les reconnaît pas forcément. Je sais pas, il y a un ensemble de... Et il n'y a pas un système de régulation de scientifique qui peut dire ce scientifique-là. Si, mais par exemple, Didier Raoult, avant qu'il y ait toutes ces histoires, il a été interdit 2 fois de revue scientifique parce qu'il avait fraudé. Alors ça, les gens ne le savent pas, mais 2 fois il a été interdit. Et chaque laboratoire est expertisé.
tous les contrats, on appelle ça des contrats, donc 4 ans, 5 ans, il y a une expertise. Ça fait 2 fois que l'expertise de son laboratoire est très négative. Parce qu'il y a des tas de choses qui dysfonctionnent, lui-même a une relation avec ses équipes qui est vraiment très malsaine. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Avant de mettre un scientifique sur la touche, c'est assez complexe. Vous savez qu'il y a des jugements, hein, mais ça se fait pas comme ça. Il y a un autre cas, comment il s'appelle Wakenfield, je crois. C'était un médecin très réputé en Angleterre qui soudainement a cru, enfin, il a cru, je sais pas, il a écrit un article où il montrait que les vaccins étaient à l'origine de l'autisme. Vous avez sans doute entendu parler de ça. Bon, c'était n'importe quoi. Hein. Mais il s'est enfermé là-dedans. Il a dû partir aux États-Unis parce qu'en Angleterre il y avait un problème, mais il a fait fortune aux États-Unis. Parce qu'il a été financé par les républicains, notamment par Trump et beaucoup d'autres grands industriels, parce que, mais est-ce qu'ils tombent dans le panneau ou est-ce qu'ils sont sous l'emprise de ce gars-là? Et lui-même, pourquoi il fait tout ça? Bon, si ce n'est qu'il est maintenant très riche, j'en sais rien. C'est des choses que je ne comprends pas. Franchement, c'est des choses que... Mais je me dis que ça relève des bizarreries de la psychologie humaine et que malgré tout, même s'il y a un cadre à la science, on ne peut pas faire n'importe quoi, mais quand on a atteint, c'est le cas de Raoult, hein, on a atteint un certain niveau, c'est pas comme ça qu'on est mis de côté. Oui. Alors, comment expliquez-vous qu'il y ait autant de complotistes aux États-Unis? Est-ce que c'est dû au système éducatif ou... Alors, moi, je pense... Il y a 2 choses de mon point de vue. Hein. D'abord, c'est une société très démocratique. On peut dire le contraire. Non, mais elle est vraiment très démocratique. En tout cas, il y a très peu de régulation de l'information sur Internet aux États-Unis. Il y en a moins qu'en France. Hein. Par exemple, vous pouvez tenir des propos racistes sans problème. Il n'y a aucun problème. Donc il y a une circulation très libre de l'information. Il y a un niveau d'inégalité sociale, mais donc aussi culturelle et intellectuelle énorme. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, vous avez une grande partie de la population qui est d'une inculture incroyable, qu'on ne retrouve pas en France. Donc plus vous créez une population qui est inculte sur le plan scientifique, qui n'est pas formée à la réflexion, qui n'a pas bénéficié d'un système scolaire adéquat, plus vous avez de chances de produire de complotistes. Et ensuite, c'est une des sociétés les plus inégalitaires au monde parmi les pays occidentaux. Et de mon point de vue, l'inégalité est quelque chose qui alimente le complotisme, qui est une société où il y a beaucoup de précarité, etc. Donc pour moi, tout est réuni pour que le complotisme se développe fort. Vous savez que les pays occidentaux où il y a moins de complotistes, ce sont les pays nordiques. Norvège, Suède, Finlande, Danemark. Mais ce sont des sociétés où l'État est fort, où il y a encore, en tout cas infiniment plus qu'aux États-Unis, cette idée que l'État est là, c'est l'État-providence, pour permettre, même aux plus démunis, de suivre des études normales. C'est des sociétés où l'impôt est fort et où les gens sont assez contents de payer des impôts. Je veux dire que chez nous, comme aux États-Unis, le meilleur, c'est celui qui ne paye pas d'impôts, quoi. Donc, voilà, je pense que ça compte. C'est-à-dire que, du coup, les gens établissent un rapport à l'État, au système, qui est un rapport plus positif. Alors qu'aux États-Unis, vous avez aujourd'hui la moitié des Américains qui pensent qu'ils sont en train de se faire enfler par les démocrates. Alors, c'est sûr. Je crains que leur système élitiste, parce que aux États-Unis, c'est incontestablement là où il y a les meilleurs scientifiques, quel que soit le domaine, mais en même temps, vous avez un système tellement élitiste avec une partie de la population tellement faible intellectuellement parlant qu'ils vont tomber dans le panneau à tous les coups. Hein. C'est là qu'il y a le plus de platistes. Hein. Et vous savez quel est le meilleur prédicteur du niveau de croyance au platisme? Votre salaire. Votre salaire.
Chez les gens qui ont plus de 10 000 euros par mois, il y a 0,01% de platistes. Chez les gens, enfin en dollars, hein, chez les gens qui gagnent moins de 1 000 $ par mois, vous avez chez les jeunes jusqu'à 25% de platistes. Alors le salaire, c'est quoi? Le salaire, c'est aussi le niveau d'études. Hein. C'est le système éducatif. Oui, c'est ça. Dire. Ça leur permet aussi peut-être d'arriver à survivre en étant alors ça, je ne l'ai pas évoqué, mais le complotisme joue un rôle de renforcement narcissique. Parce que soudainement, le complotisme, qui est souvent au banc de la société, qui est dans la plus grande précarité, qui n'arrive pas à s'en sortir, qui est méprisé, humilié, tout ce qu'on veut, quand il est complotiste, il a compris ce que les moutons que nous sommes n'avons pas compris. Vous vous rendez compte du plaisir narcissique que c'est? Moi, je sais. Toi, tu n'as rien compris. Tu crois ce qu'on te racontent les médias mainstream parce que tu ne sais pas réfléchir. Mais moi, je sais. Eh ben, narcissiquement, ça fait vachement de bien. C'est pas mal. J'avais une question. Oui. Du coup, vous disiez, bon, il y a de l'apputique, il y a de l'analytique, c'est-à-dire la croyance finalement est imposée chaque jour partout. Mais finalement, cette croyance, est-ce qu'on n'y accorde pas déjà beaucoup trop d'importance et que du coup, finalement, s'il n'y avait pas une énergie aussi folle pour imposer sa croyance à l'autre, il y aurait déjà un peu moins de résistance, de conflit entre les êtres, finalement. Finalement, ma question, elle est est-ce que si je tolère tout simplement l'autre, pour ce qu'il est, pour ce qu'il croit, sans que j'aie à émettre le moins de jugement, on fait déjà un pas en avant. Le dénominateur commun des réponses que vous avez apportées aux questions, il y a toujours une question d'ego, il y a toujours une question de narcissisme. Qu'est-ce que je peux imposer à l'autre, finalement? Et est-ce qu'on ne peut pas, finalement, agir aussi sous ce registre-là pour éviter d'imposer sa croyance à l'autre? Oui, oui, moi, personnellement, moi, les croyances des gens ne me gênent pas. Ça peut me gêner, enfin, ça peut pas me gêner, mais me préoccuper en tant que psychologue si je vois quelqu'un qui souffre de sa croyance. Mais surtout, ça peut me gêner, effectivement, quand sa croyance commence à avoir un impact sur ma propre vie, potentiellement, ou sur la vie d'autres citoyens. Là, ça me pose problème. Moi, tant que les gens croient, ceux qui veulent croire, et qu'ils le gardent tranquillement pour eux, ça ne pose pas de problème. Le problème, c'est qu'en général, quand on croit, on a envie que les autres croient. Pourquoi? C'est tout simplement parce qu'on a besoin socialement d'être proche des autres. Et une manière d'être proche des autres, c'est de partager la même croyance. Donc, en général, les croyants, quels qu'ils soient, n'ont de cesse de vouloir convaincre les autres qu'il faut croire à ce qu'ils croient. Le prosélytisme, c'est naturel. C'est quelque chose qui est naturellement associé à la croyance. Et c'est là où ça peut devenir un peu gênant. Encore, si c'est du prosélytisme gentil, ça va, mais ça peut être du prosélytisme un peu forcé, quoi. Je pense par exemple à l'évangélisation quand on a colonisé le monde. C'était d'une violence terrible, parce qu'il fallait que tout le monde croie au même Dieu que celui qu'on leur avait imposé. C'est là où ça pose problème. Par rapport à la question de Christophe, par rapport à ce que vous avez dit, quelque chose qui m'interpelle, vous avez dit qu'aujourd'hui, il y a des moments où on ne peut pas discuter parce qu'à ce soit le commun de connaissance. C'est permis. Et quand on dit la solution, c'est de ne pas s'opposer à celui qui dit quelque chose qu'on ne croit pas. Mais moi, en tant qu'être rationnel, j'entends quelqu'un me dire un pas, c'est difficile de tolérer, de accepter ça. Et donc, on peut dire que les morales sont des êtres très inférieurs, je ne peux pas accepter ça. Et voilà, je suis complotiste, démocratiste, c'est une expérience très bien. Je ne sais pas comment. Alors, je vais vous dire, moi, je
je sais à peu près comment me comporter, mais j'y arrive pas. Parce que quand je suis confronté à des gens comme ça, pendant 2 minutes je suis patient, et au bout d'un moment j'y arrive plus. Bon, parce que je sors de mon rôle de psychologue. À la rigueur, si je suis avec des gens, mais avec des gens avec qui j'ai des relations, c'est très difficile, effectivement. C'est très difficile. Et je sais que je ne fais pas ce qu'il faut toujours. Mais c'est très difficile de se contrôler. C'est vraiment très difficile. Comment on va faire demain pour attention avec cet accroissement, cette réduction du socle commun que nous avons nous dans notre société? Mais je ne sais pas. Franchement, c'est le problème que je me pose. Mais je pense que bon, la formation joue un rôle, bien sûr, avec l'éducation, c'est très très important. Mais je pense que le problème est fondamentalement politique. C'est-à-dire que moi je dis souvent du complotisme que c'est une révolte ratée. J'ai écrit un article dans la revue qui s'appelle Conversation, le titre c'est ça, le complotisme, une révolte ratée. Pourquoi? Parce que malheureusement les idéologies, elles sont un peu flébardes en ce moment, par rapport à ce qu'on a connu il y a 25 ans par exemple. Donc il n'y a plus de socle idéologique fort qui pourrait mobiliser les gens. N'empêche que les gens ne sont pas satisfaits du monde dans lequel ils vivent, donc ils se disent c'est le système qui est mauvais, mais le système c'est quoi? C'est quoi? C'est l'élite. On tombe dans le populisme, on tombe dans un rejet un peu caricatural, un amalgame. Et tant que cette société sera extrêmement unique, tant qu'elle sera aussi injuste, inégalitaire, tant qu'il y aura des populations en nombre qui seront en souffrance, elles développeront du complotisme, parce que le complotisme, c'est ce qui leur permet de survivre, et c'est ce qui leur donne encore l'illusion qu'ils vont peut-être pouvoir renverser ce monde. Mais ils se trompent, parce qu'ils sont en train de cibler quelque chose qui n'est pas la cause de leur problème. Et ça, c'est génial pour le pouvoir en place. L'image que je donne dans mon livre, c'est le taureau qui a la muleta, et le taureau, il vise la muleta, et le gars, il reste tranquille. C'est ça qui est en train de se passer. C'est ça. Et donc, pour moi, le complotisme, c'est au contraire quelque chose qui limite la possibilité de remise en question du modèle social-économique dans lequel on est. Ils croient qu'ils ont une pensée alternative qui s'oppose au système, mais non. Ils ne contribuent qu'à leur stabilité, à la stabilité du système. C'est ça qui est désespérant. Quand vous voyez que les personnes les plus démunies, les plus souffrantes aux États-Unis sont celles qui avaient tendance à voter Trump, parce que Trump s'opposait au système, parce qu'il y avait un complot, on va dire, démocrate, pédophile démocrate, bon sang, c'est pas possible. C'est terrible. Je ne sais pas d'autres solutions. J'analyse, c'est d'analyser ce qui se passe, mais après, je n'ai pas vraiment de solution. Encore une question, après, je vais devoir me quitter parce que ce soir c'est l'anniversaire de mon fils. Il m'attend. Attendez, pardon, y a-t-il une similitude psychique intellectuelle entre les gens qui ont envahi le capital, qui ont essayé, les gilets jaunes et les convois de assurément. Ah oui. Alors, attention, il ne faut pas. Parmi les gilets jaunes, il y a de tout. Il ne faut pas non plus caricaturer, sinon je tombe dans les travers que je dénonce. Par contre, Capitole, QAnon, là c'était massivement complotiste et à peu près 90% d'extrême droite. Chez les gilets jaunes, il y avait quand même beaucoup d'extrême droite. C'est-à-dire que, mais d'ailleurs, politiquement, le complotisme est très fréquent sur les bords de l'échiquier politique. Donc il est très fréquent à l'extrême droite, il est assez fréquent à l'extrême gauche et beaucoup moins fréquent au centre. Je ne dis pas ça parce que je ne me perçois pas au centre, mais je vous le dis, c'est les statistiques, c'est ça. Donc parmi les gilets jaunes,
comme parmi les convois au Canada, convois de la liberté, comme celui qui a failli se mettre en place ici, on a essentiellement quand même des gens d'extrême droite ou des gens qui ne sont pas clairement d'extrême droite. Ils ne vont pas se dire pro-Zemmour ou pro-Le Pen, mais quand on essaie de sonder leurs opinions politiques, on voit bien que c'est ça qui est en jeu. Et c'est ça qui est dramatique, c'est que l'extrême droite apparaît maintenant comme la voie révolutionnaire. C'est-à-dire, à l'époque où moi j'étais jeune, l'extrême droite, pour moi, c'était le conservatisme le plus ringard. Non, c'est ce qui est révolutionnaire. Ça me désespère. Désespérément, moi. Parce que moi, je suis désespérée. Ouais. On n'a pas voir à l'enfer. Hear it like a pounds upon Pico. Look at what the light did now. Or bear it like a bounce upon